Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Notre invité d'aujourd'hui possède naturellement des talents dans presque toutes les sphères de l'intelligence. Capable de franchir les lignes rouges avec sérénité et d'aptitude supérieure à la moyenne et en toute sécurité. Elle observe son ombre et qui connaît très bien ses limites dans la vie, juste au milieu de la journée. Mais malgré tout, ses relations sont impressionnantes et sa capacité de comprendre et de réaliser des sujets dans différents domaines supérieurs à ceux et celles qui sont valides. Donc, notre invité d'aujourd'hui fait partie de ce groupe Lumière accompagné depuis l'âge de 38 ans du trouble du spectre de l'autisme et fier de l'être. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui dans cette émission spéciale nul autre que Madame Valérie Jessica Laporte. Madame Laporte, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. J'aurais déjà envie de répondre à votre introduction. Allez-y, allez-y. OK. Ben, on ne devient pas autiste à 38 ans, là. C'est juste qu'à 8 ans, j'ai su c'était quoi le nom de ma différence. On faisait plein de tests quand j'étais petite et on ne trouvait pas c'était quoi. Et là, vous dites que je suis douée dans toutes les sphères de l'intelligence et tout ça. Oui, parce que là, vous avez juste vu les choses que je sais faire, là. Mais c'est parce que moi, j'ai obscurci là, tout ce toutes les choses dans lesquelles je suis vraiment maladroite. Alors, je me suis concentrée dans les choses dans lesquelles j'avais du talent. Mais on dirait qu'au niveau des talents, c'est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, là. C'est vraiment en dents de scie. C'est Et exact. c'est pas. Là, j'entendais ça, j'étais un peu. D'abord, écoutez, Madame Ouais. Laporte, on va aller directement au but. OK, Quand je on vous parle écoute. de toutes les sphères, parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, et même, je pense, j'ai eu des idées assez claires, les gens qui vous entourent et qui cherchent à vous suivre, à suivre votre intérêt et votre implication. C'est pour cela, tout d'abord, on veut savoir qui est Valérie Jessica Laporte, qui a été diagnostiquée tardivement et qui est devenue une jet set verbale, écrit et orale. Donc, qui se trouve partout, quand j'ai lu sur toutes les tribunes médiatiques, pour changer les regards et ouvrir le dialogue avec une société et pour la société inclusive qui représente le handicap. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre jeunesse et surtout de ce premier contact avec l'autisme? Je vous écoute. OK. Ben, la première chose à laquelle j'aimerais répondre, vous m'avez demandé qui est Valérie Jessica Laporte. Je pense que le mot qui me décrit le mieux, globalement, c'est artiste. Ça, c'est la chose qui vient me décrire. C'est souvent par ce vecteur-là que je vais communiquer. C'est comme ça que je m'exprime. C'est là-dedans que je me sens bien. Je peux explorer. Il y a une certaine liberté dans l'art. Puis, je suis confortable parce que l'art n'a pas besoin d'être typique. Alors, quand on peut passer par ça pour raconter, pour expliquer, pour dédramatiser, pour vivre, pour se développer, c'est vraiment génial et c'est là-dedans que je m'exprime le mieux, je pense. Et quand j'étais petite, déjà, c'était ça. Sauf que la petite autiste n'est pas comme la grande autiste où est-ce que, dans le fond, je me suis battue toute ma vie contre ces traits-là en pensant qu'ils étaient la conséquence d'événements négatifs ou de choses négatives ou de mauvaises perceptions que j'avais. Alors, moi, je voulais me battre contre un paquet de choses que je ressentais, que je vivais, et j'étais vraiment à contre-courant de mon fonctionnement en pensant que c'était la chose à faire. Je me disais, OK, si j'agis comme ça, c'est parce que j'ai peur des humains. Si j'ai peur des humains, c'est parce que quelqu'un m'a fait quelque chose. Et là, à ce moment-là, j'ai peur de tout le monde, donc je ne dois pas avoir peur des humains. Alors, je détestais cette partie-là de moi. Et quand j'ai compris enfin pourquoi mon cerveau fonctionnait comme ça a enlevé un stress énorme. Et j'ai tellement été bien accompagnée dans ce diagnostic-là, dans la compréhension de mon fonctionnement, que je me suis dit,
il faut que je partage, OK? Quand j'aime quelque chose, il faut que j'en parle à tout le monde. Quand il y a quelque chose qui m'intéresse, quand j'ai l'impression d'avoir un trésor dans les mains, il faut que j'en parle. C'est comme quand j'ai découvert le pickleball, OK? J'en parle à tout le monde du pickleball parce que c'est tellement le fun, le pickleball. Là, on parle pas de pickleball, on parle d'autisme, mais je peux pas croire qu'on est tellement d'humains à vivre avec cette condition-là et à pas savoir quoi en faire et à se sentir coupable et à pas s'aimer là-dedans, alors que lorsqu'on embrasse cette différence-là, puis surtout qu'on la comprend, ben c'est magique et j'aime ça expliquer, tu sais, j'aime ça expliquer des logiciels, j'aime ça expliquer des fonctionnements, mettons, sur un appareil photo, j'aime ça expliquer des choses, techniquement. Alors là, j'ai une tribune où est-ce que je peux expliquer autant que ça me tente et les gens sont contents d'écouter mes explications. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Je Mais dirais. je tenais à savoir de votre part, OK. quelle était votre réaction avec ce premier contact avec l'autisme qui est arrivé à 38 ans tardivement? Quelle était votre réaction OK. personnelle, psychologique et physique en même temps? Ben, je dirais que j'ai eu comme deux grands contacts avec l'autisme dans ma vie qui ont été des périodes pivots. Le premier, c'est quand je suis entrée à la prématernelle et que j'ai constaté immédiatement que je n'étais pas comme les autres. Ben, en fait, je pensais que tout le monde était fou puis que c'était juste dans quel monde je suis tombée. C'est la première fois que j'ai su que j'étais différente, mais je ne savais pas ce que j'avais. Et quand j'ai eu la réponse, la première réponse diagnostique de la part d'une neuropsychologue, j'ai été surprise et j'ai eu très peur. J'ai eu peur qu'on ne m'aime plus, j'ai eu peur Ouais. que ça me cause des problèmes. J'ai eu toutes ces peurs-là et elle m'a beaucoup rassurée et accompagnée quand même là-dedans lors du diagnostic. Ensuite, j'ai voulu être certaine parce que là, je me suis dit, imagine, je dis ça aux gens, puis finalement, je ne suis pas autiste, puis finalement, c'est pas ça. Alors là, j'ai été voir un psychiatre aussi. Et là, on a revérifié et là, ça a été confirmé. Alors là, j'étais à l'aise un peu d'en parler et j'étais tellement terrorisée. Je me disais, oh, le monde, ils vont plus m'aimer. Mais en même temps, j'avais mille affaires à raconter à propos de ce que je ressentais puis comment je percevais les choses et tout ça. Alors, au début, je suis allée en petite saucette. J'ai commencé à l'annoncer autour de moi un petit peu. Et les réactions que j'ai eues, c'est, ben, on le savait que t'étais autiste, c'est juste toi qui ne savais pas. Alors ça, c'était comme, ah! Après, les autres, c'était, ah, c'est ça l'affaire que t'as. Ça soulage quand même parce que ça enlève la pression de oh mon Dieu, ils ne m'aimeront plus. Puis ensuite, à- pour les autres personnes autour, on va dire les gens que je connais moins, mais quand il y avait quelque chose, j'écrivais compulsivement. Là. Donc, s'il arrivait quelque chose, je produisais un texte dans Word de 4-5 pages pour expliquer comment ça se passait dans ma tête. Et c'était vraiment trop intense avec le recul, là, je le réalise. Mais il y avait tellement de choses qui voulaient sortir. C'est pour ça que là, j'ai commencé le blog et tout ça. Mais Très bien, au- très bien. ah, C'est vraiment détaillé. ouais, ouais, j'aime ça, les détails. Très bien, je vois J'adore les ça. Et détails. on va arriver à ça parce que je vois que vous aimez beaucoup les détaillés et vous avez des réponses à vos détails, mais pas à peu près. Parce qu'à part ce que j'ai vu d'être conférencière, blogueuse, artiste, créateur ou créatrice du contenu sur les réseaux sociaux, je vois aussi, vous avez presque 200 000 abonnés TikTok et 9 millions à peu près je l'aime ou j'aime. Vous avez aussi 40 000 abonnés Facebook et des millions de vues. Vous avez 40 000 ou 10 000 abonnés Instagram et personnalité de l'année sur TikTok. Vous êtes auteur d'un guide sur l'anxiété et l'autisme, un sujet très, très important qui identifie une réalité évidente, surtout dans les sociétés industrialisées. Voulez-vous nous décortiquer ce contenu à votre façon? Ben, ce que j'ai remarqué, parce que toute ma vie, j'ai voulu m'attaquer à ce problème-là pour moi qui était l'anxiété. Oui. Et, et c'est là que j'allais consulter en demandant de l'aide à propos de mes peurs et de mon anxiété. Mhm. Et toute ma vie, quand je consultais des professionnels, euh, ils ne comprenaient pas du tout la réalité de personnes autistes. Mhm. Et à titre d'exemple, OK, j'expliquais qu'un gros déclencheur d'anxiété avait été pour moi un de mes déménagements qui, selon moi, s'était pas bien passé.
Ben, ça s'était pas passé, mais en tout cas, et ça faisait une dizaine d'années, disons, que ce déménagement-là avait eu lieu. Et à tous les jours, je pensais encore à la façon dont ça s'était déroulé, en comprenant pas où est-ce que j'avais failli. Et ça me tournait tout le temps en boucle et ça me générait énormément d'anxiété pour toutes mes décisions futures et c'était un gros morceau pour moi. Mais quand je parlais de ça, eux voyaient d'autres trucs dans ma vie qui m'étaient arrivés et ils me disaient non, 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 c'est de l'évitement là, parce que c'est pas vraiment ça la chose qui t'a traumatisé. Ça se peut pas parce que ça, c'est bien plus gros. Mais moi, je le savais qu'il y avait comme un gros pivot avec cet événement-là, mais eux, ils comprenaient pas pourquoi. Ensuite de ça, les méthodes qu'on me proposait me généraient encore plus d'anxiété. Comme par exemple, à un moment donné, j'avais fait un exercice de pleine conscience où est-ce qu'on devait vraiment euh, sentir chaque partie du corps séparément et se promener là-dedans avec notre esprit, OK? Mais moi, j'allume mon orteil. Là, il allume, là. Là, ça devient hyper intense. Là, après ça, je continue à allumer les morceaux de mon corps. Et là, ça devient tellement intense parce que je ne suis plus capable de les fermer parce que là, j'en ai trop pris conscience. Et là, c'est comme si tout mon corps m'envoyait des messages épouvantables. Et c'est devenu comme une grosse douleur partout, partout. Et j'ai fait une énorme crise de panique. Alors, moi, toutes les méthodes qu'ils me proposaient, puis là, c'est un exemple, celui-ci, mais ça ne fonctionnait pas. Puis eux, ils avaient l'impression que j'étais réfractaire, mais moi, j'étais comme, mais ça ne fonctionne pas comme ça dans ma tête, ce que tu me dis, ça se peut pas. Puis ils ne Ouais. comprenaient pas, mais qu'est-ce qui me déclenchait tout ça. Alors, quand j'ai compris, ben, j'ai appris avec toutes les lectures et tout ça, le lien entre autisme et anxiété et à quel point souvent ça va être différent pour nous de chez les autres personnes et c'est quoi les déclencheurs de notre anxiété et c'est quoi les outils dont on peut se doter et à quel point c'est particulier. Et je me suis dit, comme l'anxiété, c'est comme le plus gros problème dont tout le monde parle autour de moi quand ils sont autistes, je me suis dit, il faut absolument comme réunir tous ensemble puis se donner un guide, se donner quelque chose qui n'est pas juste un chapitre dans un grand livre, c'est le sujet. Là. Puis, tu sais, moi, ça va tellement mieux. Jamais, là, j'ai 48 ans, là, puis jamais dans toute ma vie, j'ai été aussi peu anxieuse. Je peux même pas comprendre comment ça se fait. Ben, je comprends, mais c'est c'est- c'est fou, là. On l'a. Et la première fois que je suis allée consulter quelqu'un qui connaissait vraiment l'autisme en lien avec l'anxiété, puis que là, je lui parlais de mes choses, elle était là, ben, c'est normal, t'es autiste. À chaque chose que je disais, enfin, j'étais compris. Puis là, elle m'a donné des bons outils, tout ça, puis on est parti sur quelque chose. Alors, j'ai eu envie de vulgariser ça parce que souvent, les informations, ben, sont là, mais ne sont pas accessibles, sont complexes, sont dans des langages qui sont plus difficiles à comprendre, à mettre en pratique pour quelqu'un Exact. qui est. Dites-moi, Madame Laporte, vous avez touché un point très, très, très important. Et ce que je cherche de vous, une réponse. Vous avez parlé de cette anxiété et vous avez dit, c'est normal, je suis autiste. Pensez-vous, c'est quoi le lien entre l'autisme et l'anxiété? Pensez-vous que l'autisme commence avec l'anxiété? Non, ben, Enfin, tu sais, le handicap dépend souvent d'un contexte. Je pourrais prendre un exemple. Quelqu'un est en fauteuil roulant, hmm, mais il joue à un jeu vidéo avec une manette et hmm. ses bras sont fonctionnels à 100%. Ben, il n'est pas handicapé pendant qu'il est en train de jouer au jeu vidéo, là. Je veux dire, oui, il est en fauteuil à d'autres moments dans sa vie, mais là, ça ne change rien. Il n'est pas handicapé dans ce contexte-là. En autisme, tout est formaté d'une façon qui est incompatible pour nous, ou presque dès qu'on sort de ce que nous-mêmes on a préparé pour nous, et tout l'environnement est, est non formaté. La personne en fauteuil, je reviens à elle, si elle a une rampe pour se rendre à quelque part, bon, elle a une adaptation et ça ne change rien pour les autres. Il n'y a pas un valide qui va se plaindre de marcher sur une petite pente, là. On s'en fout. T'sais. Mais nous, ce que ça demanderait pour que l'univers soit adapté, c'est tellement gros que partout, on est en zone hostile. On est toujours attaqué. On a une mouche autour de la tête en permanence dans tellement de contextes. Après ça, il y a un énorme stress par rapport aux interactions sociales parce qu'on fait
tellement d'erreurs, on se met tellement les pieds dans les plats, il y a tellement de risques et souvent on les comprend, ces risques-là. Alors, en plus d'être attaqué au niveau sensoriel tout à total, pour beaucoup d'entre nous, pas tous les autistes, mais beaucoup, ben, on a ce stress-là après de oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment je dois le dire? Est-ce que la personne va mal me comprendre? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Est-ce que je vais perdre quelque chose? Est-ce que je vais perdre des privilèges? Un ami, mon travail, ma réputation? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, tout devient une tâche de fou avec toujours des conséquences possibles. Parce que tellement souvent, on a perdu à cause de quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Et je pense que ça a beaucoup à jouer sur l'anxiété. Puis, on est plusieurs aussi à recevoir une beaucoup trop grande quantité d'informations à traiter en permanence. Et à un moment donné, c'est comme un disque dur qui sature, là. Il y en a trop, ça fait un bouchon. Euh, c'est juste trop dur. Et les conséquences, souvent, on les connaît. Puis ça Mm. change. Je pense que c'est ça. Parce que moi, quand tout est adapté, puis quand je sais que je suis en sécurité, c'est pas la même chose. Là. Je suis pas en train de penser en permanence, ah, si je fais une erreur, il va arriver quoi? Vous avez aussi, vous jouez un rôle très important pour confirmer la place importante au niveau d'une société inclusive pour les personnes handicapées et surtout pour l'emploi pour les personnes. Là, je vais rentrer dans un sujet, je suis sûr que vous aurez des réponses parce que, vous savez, on est très impliqués tous les deux dans la vie des personnes handicapées, que ce soit physique ou intellectuelle ou autre. Donc, votre rôle dans la vie, c'est que vous écrivez, vous avez des contacts partout et vous êtes aussi collaboratrice principale d'un guide de l'emploi. Ça veut dire Il, dédié à l'employabilité, c'est ça. Oui, je vois, il est oui, gros. je Hop vois déjà, là! on va aller, j'espère, on va avoir des résultats avec des guides comme ça. Je vais vous donner des chiffres importants. Et c'est à vous de me répondre parce que je le vois déjà, c'est immense. Donc, étant donné que vous êtes dédié à l'employabilité chez les personnes autistes, surtout, vous êtes propriétaire aussi d'un site Autisme 123. Et si j'ai bien compris, l'autisme est devenu votre mission de vie. Nous avons, et on va dire ça carrément, au Québec, 1,5 million de personnes en situation de handicap. Ça, c'est chiffré, ces chiffres sont arrivés dernièrement, dont 40% occupent un emploi rémunéré. Paraît-il que c'est le pire résultat au Canada. Par contre, je prends le spectre de l'autisme. Il y a 43,1 sont prestataires de solidarité sociale et près de 90%, elles n'ont pas ces personnes-là d'emploi. Que faut-il faire pour atteindre cet objectif souhaité par vous pour rééquilibrer notre société envers les personnes handicapées et surtout envers les personnes qui vivent le spectre de l'autisme? Je vous écoute. Ça prendrait des heures. Euh, Déjà, ce qu'on remarque beaucoup en autisme, c'est que c'est pas relié aux compétences, souvent, si la personne ne peut pas maintenir un emploi ou obtenir un emploi. C'est souvent relié à plein d'autres choses autour. C'est comme si on engageait des fois les gens pour qu'ils soient performants à la machine à café, là. On ne se rend Mm. pas compte de c'est quoi le réel objectif, qu'est-ce qu'on veut vraiment que la personne fasse dans le cadre de son travail. Puis, on demande aux personnes autistes d'avoir des habiletés qui n'ont rien à voir avec ce travail-là, bien souvent. Ça, c'est vraiment un gros, gros, gros truc auquel il faut s'attaquer. Après ça, il y a énormément de sensibilisation à faire parce que c'est sûr qu'une personne autiste qui va avoir un bon jumelage, okay, un jumelage adéquat en lien avec ses défis, là, un bon jumelage d'emploi, dans les premiers temps, au début, elle va probablement avoir plus de questions, plus d'incertitudes, elle va avoir besoin que les choses soient plus claires, elle va avoir besoin de comprendre peut-être mieux la hiérarchie, qui fait quoi, c'est quoi l'ordre des tâches à accomplir. Il va y avoir une période d'ajustement qui peut sembler un petit peu intimidante. Sauf que si on arrive à passer à travers cette période d'ajustement-là, ben, la personne qui est autiste, elle va avoir plus de rétention dans son emploi parce qu'on n'aime pas le changement.
On n'aime pas ça, c'est dur de changer. Et on est bien quand on est bien quelque part et on veut rester là. Et quand on tombe dans notre zone de performance, ça peut être vraiment plus efficace même que pour certaines personnes. On peut atteindre un niveau de concentration qui est très élevé dans un contexte où est-ce qu'on est correct pour se concentrer comme on a besoin. On peut faire vraiment de l'hyperfocus là, énormément. Donc, il y a plein d'avantages, mais ça prend de la sensibilisation, ça prend des jumelages, ça prend un accompagnement. C'est vraiment un investissement parce qu'à long terme, si on paye des impôts, tu sais, moi, là, j'en perdais des emplois, là, puis c'était épouvantable, puis ça allait tellement mal, mes affaires, ça n'avait pas de sens. Puis l'emploi que j'avais quand j'ai rencontré mon conjoint, il y a de cela 22, je ne sais plus trop, années, là, ben, l'emploi que j'avais, c'était de l'abus total. Donc, oui, j'avais un emploi où est-ce que c'était correct, mais le contexte avait aucun sens, là. Ça n'avait pas d'allure. Et là, lui, il essayait de m'en faire prendre conscience. Mais moi hey, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas changer. J'avais enfin un emploi stable, tu sais, en design graphique dans ce temps-là. Puis, ça a pris cet accompagnement-là de sa part, là, c'était lui qui m'a aidé de déjà me faire prendre conscience que ça n'avait pas de sens puis que j'étais dans une situation vraiment épouvantable. Puis après Oui, ça, de me donner les outils pour pouvoir travailler à mon compte finalement. C'est lui qui m'a aidé. Mais tu sais, dans les premiers temps, là, il fallait que je contacte des gens par téléphone, des agences de publicité pour offrir mes services pour leur surplus. Puis j'avais un script. Et là, je faisais mon script, je pleurais, je faisais mon script, je montais en haut pleurer dans mon lit 15 minutes, je refaisais mon script, je remontais pleurer jusqu'à temps que j'aie assez de clients. Mais après quelques temps, là, j'aimais ça. J'adorais ça. J'étais rendue super performante, puis j'étais bonne, puis j'étais motivée. Mais là, il était trop tard, j'avais trop de clients. Je ne pouvais plus le faire. Mais c'est cet accompagnement-là au début. Puis la personne ressource, ça peut venir de n'importe où. Ben, pas de n'importe où, mais ça peut être quelqu'un de l'externe, ça peut être quelqu'un de l'interne, mais ça prend cette période-là d'ajustement, puis quelques adaptations qui souvent sont tellement peu coûteuses. Là. Des fois, ça ne coûte rien, puis des fois, c'est juste la personne qui les amène en plus. Souvent, c'est des choses très simples. Euh, pour les autres handicaps, souvent, je pense que ça fait peur vraiment pour rien. Autant que le racisme, autant que toutes ces préjugés-là qu'on a envers plein de choses. Les gens ont l'impression que quelqu'un qui a un handicap va pas être capable de faire le travail, mais c'est souvent tellement pas relié. On ne veut pas oui, faire le petit effort supplémentaire. On n'a pas. Tu sais, je dis pas si on ne fera pas monter quelqu'un en fauteuil roulant sur une charpente d'un édifice en construction, mais il y a tellement oui. d'autres choses que ça à faire. C'est vrai, même je confirme ce que vous venez de dire et je vais vous dire quelque chose dont je le ressens personnellement et je le vis et j'y crois, parce qu'il est vrai que nous sommes tous différents et chaque personne dans la société vit son propre handicap, même dans la même famille. Chacun a son propre handicap à tous les niveaux. Mais à mon avis, votre handicap, en quelque sorte, n'est qu'un caractère ou une particularité entière versus une personne valide. Ça, il faut l'admettre d'une façon claire, nette et précise. Et sachant que nos idées, vous et moi, à l'égard du handicap, sont similaires, à mon avis, quand on travaille tous les deux pour une société complètement inclusive, là, versus la personne valide et la personne handicapée. Voulez-vous nous expliquer la définition de cette force de caractère et de cette résilience chez vous pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Hum, Il faut dire la vérité, ça c'est une question Ouais, OK, ouverte, ça ne vient pas OK, je tout vais y aller avec seul. la vérité, là, Euh, mais Jessica, par exemple, quand je veux dire Valérie Jessica Laporte, ce qu'elle vit, il faut l'admettre, c'est quelque chose de différent dans notre société avec votre pouvoir de donner à tous les points de vue pour faire réagir la société. Vous êtes une définition à part entière. Parlez-moi de ça, s'il vous plaît, de ce que vous dégagez. Ah, OK, c'est une autre question, ça. Ah, OK, j'avais commencé à préparer la première, mais on n'est pas, OK. Euh, Là, je suis plus sûre de comprendre la question. Parce que moi, je pensais qu'on voulait savoir pourquoi la résilience et comment ça fonctionnait. Mais là, la deuxième question, je n'ai pas bien compris.
J'ai perdu, là. Faut que vous me redonniez une question. Mais vous êtes quand même une définition avec un caractère qui est différent et ce OK? que vous avez donné à la société pour confirmer une société inclusive ne vient pas tout seul. Vous êtes une définition pour l'avancement de la cause des personnes handicapées et surtout de l'autisme. Et cette résilience-là, vous l'avez créée vous-même. OK, la résilience. OK, oui. Bon. Là, je pense que je peux répondre, même si je ne suis pas super confortable avec la réponse, mais je vais essayer d'y aller. Euh, je vivais beaucoup de colère quand j'étais jeune et j'en viens encore des fois. C'est pas quelque chose que je montre sur les réseaux sociaux ou dans mes écrits, tout ça, Mhm, mais il y a une espèce de grosse colère de je veux me défendre. mhm, Et quand j'étais enfant, ben, si je devais me défendre verbalement, ben, c'était totalement impossible. Et même adolescente et même jeune adulte, impossible. C'était pas. Tout de suite, on m'enterrait ou physiquement on s'apprenait à moi, ou bon, peu importe de quelle façon, mais jamais j'ai eu cette permission-là. Et physiquement aussi, même dans toute ma vie, il y a eu des athlètes à ce niveau-là, je n'arrivais jamais à me défendre. Et je n'étais jamais en sécurité. Et moi, je savais qu'est-ce que j'avais à l'intérieur, mais dès que je tentais le moindrement de défendre mon intégrité ou peu importe, il n'y avait pas moyen. J'ai un exemple simple, OK? J'étais dans un autobus scolaire au secondaire et on m'a encore frappé, mais vraiment plus fort et avec en tout cas, j'ai vu un peu, avec un dictionnaire et bon, ça a beaucoup brassé. Et là, je me suis dit, c'est là que ça se passe. J'ai vu dans les émissions et tout ça ou dans les livres que les gens, il faut qu'ils se fâchent pour que ça cesse. Et comme je ne sais jamais qui me fait quoi, je me suis levée, je suis allée voir le chauffeur d'autobus et j'ai lâché mon premier sac de ma vie. Et d'ailleurs, je ne me sac plus maintenant, ben, j'ai juste essayé, ça n'a pas fonctionné. J'ai sacré, j'ai dit, tu peux-tu t'occuper de ton autobus? Il a dit oui, OK, puis il m'a descendu sur le boulevard, puis il m'a laissé là. Fait que, donc, il y a tout le temps eu ce sentiment, ah, c'est ça, un sentiment d'impuissance tellement fort. Et j'ai wow. voulu reprendre le contrôle de ma vie, morceau par morceau. Et ça a été tellement d'essais, erreurs et d'échecs que dès que j'en attrapais un petit morceau, un petit pilier, une petite vis qui tient un morceau de bois, qui tient quelque chose là, pour comme, construire la maison de ma sécurité, je m'y accrochais comme un chien après son os. Alors, je voulais tellement être juste comme libre, en sécurité et tout ça, que C'est ça. je pense que c'est ça qui m'a comme donné Mhm. ouais, Ce pouvoir, ce pouvoir. ouais, mais Oui. c'était des grosses années pas évidentes, mais là, je me sens bien, là. Tu sais, je peux être moi. Jamais j'aurais osé m'habiller de même. C'est comme si j'annonçais, j'essayais tellement de passer inaperçu, là, puis Oui, oui, oui. et là, comme, moi, je le trouve beau, le chandail. Ah, on s'en fout. Maintenant, je me sens en sécurité. Je peux vraiment y aller comme je veux. Vous savez, on a tous nos faiblesses qu'il n'en a pas dans la vie. Il Ouais. faut dire les choses telles quelles. Maintenant, on va aller dans un autre sujet. OK. Vous êtes la porte-parole officielle de la Fédération québécoise de l'autisme, sans compter les dizaines de prix reçus de part et d'autre. On n'a pas besoin d'étaler ça. Ils sont nombreux, vos prix, partout. Vous êtes aussi maman de trois grands enfants et vous voulez montrer une image positive et réaliste à la fois sur la diversité neurologique et du handicap. Avez-vous une montre magique pour pouvoir répondre et contrôler votre temps et votre vie se trouve où? Oui, j'ai une montre magique. Oui, je vais l'expliquer, ma montre magique. C'est que, c'est vrai, c'est que je pense que la société ou les attentes nous imposent un paquet de tâches qui sont pas nécessairement utiles, qui prennent énormément de temps et qui correspondent pas nécessairement à où est-ce qu'on veut aller. Et si on veut répondre aux attentes de tout le monde, on n'arrive jamais à faire ce qu'on veut vraiment. Et je me suis fait d'une discussion tendue que j'ai eue avec quelqu'un
au sujet de mes fleurs dehors et mon terrain. Qui ne sont pas du tout le reflet de l'acharnement que je mets dans mon travail. C'est un désastre. Je laisse de la liberté aux mauvaises herbes. Mais Oui, ouais, c'est que dans le fond, quand je suis intéressée à quelque chose, c'est tellement fort que tout mon temps, mes moindres secondes, je suis comme hyper focus dans ce que je suis en train de faire au détriment de tout le reste. Il y a plein de choses que j'arrive probablement pas à faire. Euh, en, en, en étant maintenant capable d'avoir un bel emploi, maintenant, je peux payer des gens pour faire des choses, comme le ménage. exact, exact. Ouais. Écoutez, vraiment, quand le temps passe vite avec des Ah, conversations et des sujets comme ça, on regrette, mais on va continuer, on arrive, on achève. Maintenant, pour terminer cette belle émission avec vous, Madame Laporte, avez-vous un message inspirant et encourageant à adresser aux autorités pour faire progresser les mesures de sensibilisation des personnes valides versus les personnes handicapées qui n'ont rien ou presque pour l'équilibre de l'humanité? Je vous écoute. je pense qu'il faut qu'on redéfinisse qu'est-ce qui est grave ou pas et qu'est-ce qui est un problème ou pas. Je pense qu'on voit plein de problèmes à des endroits où il n'y en a pas de problème. On s'imagine des problèmes et on crée des problèmes. Moi, là, j'ai plusieurs personnes malentendantes dans mon entourage, puis je connais plein de places où est-ce que ces personnes-là ne seront pas engagées, mettons, parce qu'on va penser que la communication ne passera pas. Elle passe très bien, la communication. J'ai juste à regarder la personne, à parler clairement, à articuler, puis à faire des phrases qui ont du bon sens. Hey, je suis obligée de me forcer à bien parler. Quel drame! Donc, j'aimerais ça qu'on cesse d'inventer des problèmes où est-ce qu'il n'y en a pas. OK, on est maladroit socialement. OK, ça va juste être drôle. Il y a plein de possibilités, de blagues à faire et d'anecdotes à raconter avec toutes les erreurs que je vais faire. OK, tant mieux. Juste, on peut-tu redéfinir qu'est-ce qui est grave? Est-ce que c'est grave faire du flapping? Si Mhm. j'ai pas deux épées dans les mains, techniquement, mon flapping, il n'est pas très dangereux. Tu sais, c'est pas grave. Mais pourquoi ce serait grave? En quoi ça m'enlève des compétences? Ben non, tu sais. C'est plein de petites choses comme ça que je pense qu'on devrait réfléchir à chaque fois qu'on se met des blocages de il y a ça, il y a ça, oh non, la personne est comme ça, elle a cette fonction-là qui ne fonctionne pas. Oh mon Dieu, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Ben non, c'est pas de même. J'aimerais ça qu'on dédramatise un peu. Exact. En conclusion, Valérie Jessica Laporte, je vous remercie de cette belle présence dans notre émission spéciale de Téléhandicap et je vous souhaite l'énergie zen des gens libres. Zen, non. L'énergie, oui. Oui, Zen. exact. L'énergie zen des gens libres et en santé, parce que OK. demain nous appartient pour de meilleurs lendemains et je vous remercie. OK. Ben, merci. À vous, chers téléspectateurs, je vous remercie aussi à la fois et je vous dis à la prochaine et ce n'est que nos revoirs. Merci.